Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Prise d'assaut, le rendez-vous sportif. Gavé engagé, c'était la touche sud-ouest qu'on a voulu. Aujourd'hui un épisode que nous attendions avec impatience parce que nous avons la chance d'explorer un sujet passionnant et essentiel, la préparation mentale dans le sport et globalement l'impact de la santé mentale dans la vie des sportifs. Pour l'occasion, je voudrais saluer Sarah qui est avec moi aujourd'hui aussi. Salut Sarah. Bonjour tout le monde. Et Sarah, aujourd'hui on accueille un invité exceptionnel. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter cet invité ? Complètement, on accueille Grégory Mallet, ancien nageur de haut niveau qui a pu représenter la France sur la scène internationale, notamment sur des championnats d'Europe, du monde, mais aussi les Jeux Olympiques. 3 Jeux Olympiques à son effectif, il me semble. Et aujourd'hui, Grégory accompagne les sportifs dans leurs défis en tant que préparateur mental, un rôle crucial dans la préparation d'un sportif, mais on reviendra dessus ensemble un peu plus tard. Salut Grégory, bienvenue, merci Salut. d'être avec nous. Merci de votre invitation. On est vraiment ravis de t'avoir avec nous. C'est pour nous, du coup, fédération sportive qui touchons le sport de masse, avoir quelqu'un qui a représenté un idole, un modèle pour des jeunes qui se sont lancés dans l'activité, c'est hyper important et c'est très complémentaire de l'associatif et de l'enfant qui va venir pratiquer. Grégory, si tu es d'accord, est-ce que tu peux nous faire un petit retour sur ton parcours de nageur, de sportif de haut niveau et comment tout a commencé pour toi ? Ah ouais, je vais essayer d'être assez synthétique dans ce que je vais dire. La natation, pour moi, elle a commencé assez tôt, puisque j'ai commencé vers l'âge de 6-7 ans à nager. J'ai grandi, moi, dans les dom-toms. J'ai grandi en Guyane française et en Martinique. Donc, je suis arrivé en métropole, j'avais une quinzaine d'années. Donc, en fait, la natation était ouverte à moi parce qu'il était nécessaire pour moi d'apprendre à nager, enfin, du moins pour mes parents, d'apprendre à nager. Et j'en ai vite fait une passion, vite eu envie de faire de la compétition. C'est un élément dans lequel je me sentais bien. Et donc j'ai eu une longue carrière puisque j'ai nagé en compétition de l'âge de, allez, on va dire 9 ans à l'âge de 32 ans où j'ai clôturé ma carrière sur les Jeux Olympiques de Rio. Et donc c'était une carrière assez remplie, plein de belles choses, plein de beaux résultats, plein de beaux échecs aussi parce qu'il y a eu plein d'échecs qui m'ont servi. Et c'est une carrière où j'ai évolué en fait dans une génération de la natation qui était assez dense, assez forte, avec des noms comme Alain Bernard, des noms comme Amaury Levaux, Florent Manodou, Frédéric Bousquet, Fabien Gillot, Laure Manodou, d'autres j'en oublie forcément, mais on a une grosse génération qui a permis d'avoir un niveau français de la natation très performant, moi mes 3 Olympiades, je les ai fait avec le Cercle des nageurs de Marseille, et donc c'était un gros club de sprint, et on a pu justement allier le plaisir de la pratique et la haute performance. Donc on reviendra peut-être dessus, mais l'importance de se sentir bien dans un endroit pour pouvoir justement exploiter son potentiel, pour moi c'est primordial aujourd'hui. J'aime beaucoup ce que tu dis. Tu as dit des mots qui me parlent, qui nous parlent, des échecs qui m'ont servi et la notion de plaisir. Enfin, je trouve que on est connecté sur le thème qu'on veut aborder aujourd'hui et j'aime beaucoup ça. Tu as parlé d'une génération importante dans la natation française. Alors nous, on n'est pas des nageurs, mais c'est vrai qu'en préparant l'émission, moi, ça m'a aidé à me souvenir de ces souvenirs de course et de cette époque. Mais c'était un monde de prédateurs. Comment on existe là-dedans avec Alors, tous ces nageurs, c'est des requins dans une piscine. ouais, c'est vrai qu'on avait, on va dire qu'entre 2006. Alors, je vais faire des éloges à Laure Manodou parce qu'en plus, il y a un très beau reportage qui va sortir sur elle très, très rapidement. Laure a été un peu le détonateur de la natation française et elle a fait comprendre aux nageurs de cette génération qu'il était possible de gagner. Et donc, moi, avec mes coéquipiers, on a commencé à croire qu'on pouvait devenir les meilleurs nageurs du monde, en tout cas sur le sprint me concernant. Et on a eu des super aventures, des super individualités et des super relais français qui ont amené à faire des podiums internationaux. Et donc oui, c'était un monde de requins, mais il y avait ce respect mutuel et il y avait cette entraide, même s'il y avait de la concurrence, elle était saine. Et on avait ce collectif avec nos singularités qui faisait qu'on était prêt à faire face à des grosses nations comme l'Australie et les États-Unis. Et donc ça nous permettait d'avoir cassé un petit peu ce sentiment d'infériorité que pouvait avoir des fois la France en natation sur les années précédentes. Mais aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis, en plus les années passent et je me dis, ça fait déjà un petit moment, mais je me dis que c'est des belles années, surtout sur le plan humain, et parce que bien sûr qu'il y a des beaux résultats encore en natation, on l'a vu encore cet été avec les Jeux de Paris, mais
Moi, je garde surtout le côté humain. C'est-à-dire que tous les beaux podiums que j'ai pu faire, que ce soit aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde ou Europe, sont forcément là parce qu'il y a eu des aventures humaines exceptionnelles. Et donc, quand on parle de résultats, moi, je parle d'aventure, quoi. En plus, si je me permets, mais toi, tu as eu la chance de partager tes résultats parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont en relais. Ça doit avoir une dimension encore. Alors, c'est sûr qu'on cherche le résultat personnel aussi et dans un sport individuel, mais ça doit avoir une dimension particulièrement savoureuse de sortir de l'eau ou d'attendre que le copain sorte de l'eau et de célébrer ensemble. Ça doit être incroyable, ça. Oui, la natation, c'est cool parce que moi, je trouve que, bah, on va dire comme l'athlétisme, c'est des sports qui sont pratiqués en individuel et en équipe, mais surtout avec de la mixité, puisqu'en fait, on s'entraîne au quotidien, hommes et femmes, on s'entraîne pour des relais, pour des individualités. Donc, c'est vrai qu'on a ce partage qui fait qu'on peut vivre plein d'émotions différentes. J'ai eu des beaux podiums en individuel, Bien j'ai sûr. eu des podiums européens en individuel. Pour autant, le gros de ma carrière, c'est en collectif avec les relais. Euh, je me, je me, je me considère comme chanceux d'avoir fait partie de cette génération-là. Et aujourd'hui, oui, c'était compliqué de toujours garder sa place dans le relais. D'une année à l'autre, c'était remise à zéro, il fallait garder sa place. Mais ça reste justement une belle expérience qui permet aujourd'hui de faire face à la vie d'une façon peut-être différente s'il n'avait pas fait de Est-ce, sport. est-ce que tu dirais que c'est la force de ce collectif qui t'a tiré vers le haut, toi aussi, avec cette génération? Il y a la force du collectif et personnellement, moi, j'adore faire partie de. En fait, j'adore faire partie d'un collectif. C'est curieux, j'ai fait un sport indiv, mais en fait, pour moi, faire partie d'une équipe et être inclus dans un projet, c'est hyper important par rapport à ma personnalité. Donc, je pense que le rôle que j'ai joué me convenait parfaitement. Je me suis mis dans un environnement enfin, j'ai été performant et mis dans un environnement qui me convenait. Et donc, c'est cette sensation de bien-être. Bien sûr que ça n'a pas toujours été hyper top. Et on parlera peut-être de la préparation mentale après, mais moi, j'ai eu affaire à un préparateur mental pendant presque 10 ans, avec qui j'ai travaillé. Et aujourd'hui, avec qui je suis très proche, Ah, intéressant. ami, et avec qui je travaille en collaboration. Enfin, peut-être que vous le connaissez, c'est Thomas Samut, c'est le prépa mental de Léon Marchand. Oui. Donc, et Tom, il m'a suivi pendant près de 10 ans. Et d'autres aussi, bien sûr. Mais donc, Tom, il m'a permis de m'émanciper de plein de croyances qui pouvaient me hanter. Ben, merci, c'est un beau comeback, du coup, une belle présentation. Et t'as un souvenir particulier que tu gardes de toutes tes expériences, de tes podiums, quelque chose qui ressort du lot pour toi? En fait, je pense que. Alors, les podiums sont des souvenirs très personnels. C'est des moments très personnels que j'ai vécu euh, bien et des fois moins bien, mais la plupart du temps bien. Mais ce que j'ai envie de retenir, moi, c'est plutôt tous les gens qu'on croise. Si je dois prendre les Jeux Olympiques, moi, les moments les plus forts, c'est de se retrouver dans un endroit, dans un village, et de croiser les meilleurs sportifs du monde au même endroit, qui vont faire la même compétition que toi, alors qu'ils ne pratiquent pas le même sport. Et, euh, et vraiment un truc qui m'a marqué pour mes premiers Jeux en 2008, c'est premier jour au self. Donc là, c'est vraiment l'anecdote que je raconte. Premier jour au self, j'arrive, je vais prendre mon plateau. Il y avait des grandes tables, en fait, c'est un grand self. Il faut imaginer un grand self de 3 à 4 000 mètres carrés, avec toutes les nourritures du monde, avec des tables au centre. Et donc, du coup, je vais prendre mon plateau, je vais m'asseoir, je discute avec le nageur avec qui j'étais à ce moment-là. Et je lève ma tête, et à la même distance que nous sommes là aujourd'hui, je me retrouve face à Federer, quoi. Et donc, moi qui suis pas habitué à ce genre de proximité, Super. parce que je connaissais que le monde de la natation, bah en fait, tu te retrouves à être face à des meilleurs athlètes du monde, y compris d'ailleurs, deuxième anecdote, après j'arrête de vous saouler avec ça. Non, vas-y, c'est hyper intéressant parce que ça me fait penser à quelque chose à te poser après. Et pareil, dans le même temps, sur ces jeux-là, alors c'était le premier, donc on n'est pas averti, on découvre, mais à un moment donné, dans le self, il y a un brouhaha constant, en fait. Et rentre l'équipe de basket américaine dans le self. Et là, il y a eu un silence complet. C'était incroyable. Et en Waouh. fait, il y a du LeBron James qui rentre, il y a du Kobe Bryant qui Waouh. rentre. Et là, on est là, on se regarde, on se dit, bah, ouais, en fait, on est au même endroit, quoi. C'est ça. Et ça, c'est incroyable. Parce qu'il y a le résultat sportif, il y a la médaille, il y a tout, et ça, c'est top. Ça vient récompenser le travail. Mais l'aventure qu'il y a autour des jeux, c'est un truc de dingue. Tu C'est la m'étonnes. proximité. Ça, c'est fou. C'est incroyable. Je trouve ça vraiment génial parce que
on l'a un peu vécu, nous, spectateurs, grâce aux Jeux de Paris. Donc, c'est vraiment top. Franchement, ça me fait vibrer d'entendre tout ça. Et j'ai dit que j'allais rebondir parce que tu as dit que tu t'es retrouvé à la même table que Federer, en gros. Et alors là, je saute du coq à l'âne. Mais cette année, on a entendu dire que, par exemple, Novak Djokovic, il n'est pas venu au village olympique et il a parlé de cette notion de pression, être capable de la gérer, d'être avec tous les athlètes. Pour le coup, Roger Federer, qui était quand même un athlète immense, lui, il y était. C'est une vraie pression d'être dans ce village olympique. Je pense que c'est pas forcément une pression, mais plutôt une fatigue générale qui peut s'installer parce qu'il y a beaucoup de monde, il n'y a pas vraiment de temps calme et le moment où tu vas marcher de ton bâtiment au self peut vite être un petit peu long. L'attente pour le plateau, pour manger, ça peut être long. En fait, c'est plus un confort. D'accord. Je pense que Djoko, quand il vient au village, c'est parce que c'est un début de compète, qu'il vient avec son équipe et son pays, puis après il va se mettre de son côté. D'ailleurs, si je reprends le cas des basketteurs, à Rio, ils avaient loué un autre endroit pour loger. Ça dépend. Il y a des gens qui aiment bien être au village, et il y a des gens qui commencent au village et qui, le moment de leur compète, sont en dehors du village. D'accord. Donc, c'est vrai que ça peut vite être énergivore de rester dans cet environnement. Donc, parce qu'en plus, il faut imaginer que ces méga stars, quand elles sont dans le village, elles sont aussi sollicitées par d'autres sportifs qui, eux, arrivent et veulent des photos, des autographes, des machins. Même si on est dans le cadre du sport, il y a quand même des gens qui rêvent de voir ces gens-là en vrai et qui sont à proximité, quoi. Super. Merci pour ce petit point. Je trouvais ça hyper intéressant. Sarah, tu sais que quand un athlète représente un pays, il fait partie d'une fédération et pour faire partie de cette fédération, il est licencié. Donc Grégory, tu étais ou tu es encore peut-être licencié d'une fédération. Et nous, on est très attachés à l'associatif. Quelle place, quel regard tu portes sur le monde associatif et sur le bénévolat dans ton parcours ou aujourd'hui dans l'évolution de ce que tu as pu penser? Moi, j'ai souvent une posture qui est que aujourd'hui, si les fédérations existent, c'est parce qu'il y a des clubs. Et s'il y a des clubs, c'est parce qu'il y a des sportifs. Et s'il y a des sportifs, c'est parce qu'il y a des passionnés du sport et des bénévoles qui engendrent ce regroupement et donc qui donnent envie d'avoir une entité, un club et derrière d'être fédéré par une fédération justement et géré par des fédérations. Et parfois, on a tendance à poser la fédération en haut, alors que moi, je trouve qu'on devrait placer les pratiquants en haut. Parce que c'est grâce à eux que tout ça existe, et que s'il n'y avait pas de pratiquants, il n'y aurait pas de fédé, il n'y aurait pas de club. Donc je me dis, c'est mettre en lumière toute la pratique du sport, que ça soit pour le bien-être ou la compétition, c'est d'abord mettre en valeur les gens qui engendrent ça, donc forcément des bénévoles à la base. Parce que si on prend une discipline comme le football, admettons, le football engendre beaucoup d'argent à un niveau professionnel, mais à un niveau plus amateur, on est très très loin, voire à des années-lumière, et il y a beaucoup de bénévolat, et heureusement qu'il y a ces bénévoles, parce que sinon il n'y aurait pas derrière de la possibilité de performer. Et donc je tire mon chapeau à toutes les personnes qui gravitent autour du sport amateur, du sport santé, et tout le bénévolat qui permet aussi, même dans le cadre des fédérations et des compétitions fédérales, d'avoir des compétitions qui se déroulent dans des bonnes conditions. C'est un message intéressant venant de quelqu'un qui a vécu le haut pour représenter le bénévolat. Je trouve que vous, les athlètes de haut niveau, vous représentez aussi le bénévolat et vous lui donnez une richesse. Mais bien sûr, et si les Jeux Olympiques se sont très bien passés à Paris, c'est parce qu'il y avait énormément de bénévoles aussi. Tu as raison de le souligner. Voilà. Il y a ceux qui ont initié le projet, mais ceux qui ont vécu le projet et qui ont mis en action, c'est tous les bénévoles. Donc c'est important de le rappeler et de leur tirer le chapeau et de se dire que une part de réussite, par exemple, des Jeux Olympiques de Paris, passe par chacune des bénévoles qui étaient présents. Et en plus, bénévoles qui ont donné de leur temps aux Jeux, qui sont souvent des salariés dans la vie de tous les jours, qui ont pris de leurs vacances et qui sont aussi très souvent des bénévoles déjà engagés dans des fédérations, dans des clubs et qui se sont dit tiens, je vais encore donner de mon temps. Mais tu l'as dit, c'est des gens passionnés avant tout. Mais je pense que tu peux pas le faire s'il n'y a pas une dose de passion et d'admiration de la pratique, parce que souvent les bénévoles
adorent la pratique dans laquelle ils sont bénévoles. Donc, pour moi, c'est un amour du sport et c'est la façon de dire j'aime mon sport et comment je peux l'aider au mieux, quoi. Des valeurs et des remarques que l'on partage. Sarah, est-ce que tu veux enchaîner avec notre invité sur Complètement. la suite de sa vie après le haut niveau? Absolument. Donc, après avoir eu une carrière aussi riche, qu'est-ce qui t'a conduit à la préparation mentale qui, aujourd'hui, est ton activité Qu'est-ce qui m'a conduit? Alors, j'avoue que après ma carrière en 2017, j'étais un peu dans le flou de comment j'allais pouvoir m'épanouir en dehors du sport. Euh, je savais que je voulais avoir un métier de terrain parce que j'étais conditionné comme ça et que j'avais besoin de bouger. J'ai besoin d'avoir ce petit côté un peu nomade dans mon travail. Donc, je me suis d'abord orienté vers de la prépa physique. Donc, je me suis formé vraiment sur la préparation physique. J'avais déjà des diplômes dans la natation. Mais au fur et à mesure, donc j'ai commencé à entraîner un petit peu en natation. Puis après, mon diplôme de prépa physique. Puis après, en fait, le Covid est arrivé. Donc, ça m'a quelque part permis de me poser et de me dire dans quel environnement j'ai envie d'évoluer. Donc, ça a vite été le sport. Et par quelle formation et par quel domaine je veux garder un contact avec le sport et vibrer et surtout transmettre et apporter et soutenir. Donc des valeurs fortes. Donc la préparation mentale, au début, j'y avais pas pensé parce que ayant besoin moi de préparation mentale, j'avais ce sentiment d'illégitimité, je crois que c'est comme ça qu'on peut le dire, Ouais. vis-à-vis de ce métier. Peut-être un côté un peu humble, un peu trop présent à ce moment-là. Et en fait, j'en avais parlé avec Thomas Samut, du coup, mon préparateur mental, et il m'a dit, mais écoute, nous, on met en place une formation, on a tout ce qu'il faut pour cadrer le truc. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais j'interviens dans cette formation, donc c'est hyper intéressant. Mais je me suis vraiment formé à plusieurs méthodes qui aident dans la préparation mentale, de la PNL, de l'hypnose, de la prépa mentale chez le sportif. Euh, et ça m'a permis de comprendre que j'étais bon là-dedans parce que j'avais une sensibilité d'ancien sportif et en même temps une sensibilité euh, d'homme, enfin humaine, qui me permettait de ressentir les choses assez rapidement. Et donc, et je me plaisais à aider les gens parce que la posture du préparateur mental, c'est un accompagnant, potentiellement un aidant, mais qui reste dans l'ombre et qui ne cherche pas la lumière. Et c'est tout à fait mon profil. Donc ça veut dire que j'ai trouvé un métier aujourd'hui dans lequel je m'épanouis, et ça c'est hyper important, au contact de plein de sportifs différents, parce que j'adore le sport. Et donc je vis des émotions par procuration. C'est plus moi l'acteur, je suis spectateur, mais par contre c'est tout aussi passionnant de se creuser la tête pour trouver des solutions pour des gens qui vous font confiance. On l'entend dans ce que tu dis, tu es quelqu'un qui semble avoir envie de partager et de transmettre, et je pense que ça colle avec ton métier de préparateur mental. Tout à fait, et je pense que notre passage sur Terre, il est aussi fait pour transmettre et partager, que quand on fait des enfants, quand on crée quelque chose, on a envie que soit les générations d'après, soit les gens qui nous entourent puissent en profiter pour pouvoir partager ça. Donc c'était nécessaire pour moi de sentir que je peux apporter quelque chose aux générations d'après ou aux gens de mon âge, mais en tout cas aux acteurs du sport que je n'étais plus, mais d'avoir le sentiment quand même d'être épanoui dans ce que je fais. Et c'est pour ça que l'entraînement pur natation, c'était sympa, mais je m'y retrouvais pas. Par contre, la préparation mentale, c'est un truc dans lequel c'est bizarre, mais je m'amuse en fait. Je m'amuse dans cette pratique et ce métier surtout parce que c'est un métier qui me permet de me remettre en question tout le temps. Et si j'ai pas cette remise en question, en fait, je m'ennuie. Donc j'ai besoin de ça. Et es-tu exclusivement dans la natation avec les athlètes que tu entraînes ou du coup la préparation mentale, elle est multisport, elle est peut-être même au-delà du sport, tu ne touches pas que la natation, toi? Ah non, j'ai très peu de nageurs. Finalement, j'ai très peu de nageurs. J'en ai quelques-uns, hein. Je dois en avoir deux, trois qui sont récurrents. Mais après, je bosse avec plein de milieux différents. Je bosse avec des coureurs automobiles qui font des courses type 24 heures du Mans. J'ai la chance de travailler auprès de Johan Zarco, qui est pilote MotoGP. Génial. Donc, j'ai la chance de travailler auprès de basketteurs, donc
pendant 2 ans, j'ai travaillé avec Ryan Rupert, qui est en NBA à Portland. J'ai des joueurs comme Brice Dessert, qui est un jeune joueur à Strasbourg, qui vient de rentrer en équipe de France. Donc j'ai des sportifs aussi plus locaux à Bordeaux, qui sont plus du monde du crossfit ou de l'haltérophilie. Donc c'est très varié. Je ne touche pas que au niveau, je touche aussi au sport amateur. Mais par contre, pour moi, le travail fait autour de la préparation mentale n'est pas lié à ton niveau, il est lié à ton bien-être. Puisque notre perception de la performance, en tout cas avec Thomas et toute l'équipe de mental formation, c'est de passer par le bien-être pour la performance. Donc c'est d'abord être bien pour performer et pas performer pour chercher le bien-être. On peut rechercher l'accompagnement en préparation mentale au regard des objectifs qu'on s'est fixés. Chacun a ses propres objectifs. Bien sûr, les objectifs, de toute façon, ils partent forcément d'un rêve quelque part qu'on a eu. Et on en définit des objectifs et après on regarde ce qui est possible de mettre en place pour pouvoir s'en rapprocher le plus. Donc la préparation mentale s'adresse à tous. Ah, totalement. Mais de toute façon, moi, je bosse même avec des entreprises et des grosses entreprises parce qu'il y a des managers qui ont envie de travailler sur tel et tel sujet avec leur équipe, avec des étudiants qui préparent des diplômes. Donc, en fait, la préparation mentale, elle n'est pas qu'apparentée au sport et à la performance, elle est apparentée, en tout cas dans ma façon de voir, au bien-être pour la performance. Et quand je dis la performance, c'est sa performance, c'est pas... D'accord. C'est très précis, c'est la sienne de performance. C'est pas la performance de ce qu'on pense que les gens attendent de nous. D'accord. Alors moi, je vais te provoquer exprès là dans ma question, mais dans une société qui n'essaye de montrer que l'excellence, dans une société dans laquelle, on en parlait en aparté, on n'exprime pas trop ses émotions, la prépa mentale, c'est pour les faibles? On a une grosse culture, de moins en moins, attention. Il faut dire que depuis quelques temps, ça se démocratise. On a un regard beaucoup plus bienveillant vis-à-vis de la préparation mentale. Avant, oui, il y a 15 ans, moi, là, quand j'ai commencé à travailler en préparation mentale, on était sur bon, bah, c'est que tu as un problème, quoi. En gros, tu vas voir le psy. Alors, certes, déjà, on n'est pas des psys, on n'est pas du tout là. On est des cousins, peut-être, mais on n'a pas la même capacité à traiter les problématiques, on n'a pas la même connaissance et le même savoir, et on n'a pas les mêmes droits, surtout. Donc c'est important de le préciser. Et derrière, la préparation mentale, elle est là pour conduire à la performance par rapport au moment présent. Et on n'a pas la faculté, comme un psy, d'aller traiter des problématiques plus profondes. Donc il faut bien cadrer ça. Donc ça veut dire que quand ça s'est démocratisé, la préparation mentale, on a vu à quel point ça pouvait être bénéfique, juste pour clarifier des choses dans notre cerveau qui sont parfois embrouillées par justement tout le mouvement qu'il y a autour de nous, les croyances qu'on développe, les blocages, et donc qui sont peut-être des fois liés à notre parcours passé, mais en tout cas on vient essayer de déblayer pour trouver des choses très structurées et pour qu'on soit rassuré afin d'essayer de faire ce qu'on veut. Je trouve très important ce que tu dis. Alors je t'ai provoqué exprès dans la question, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui n'osent pas aujourd'hui passer le cap d'aller voir un préparateur mental parce que justement ils ont un petit peu ce côté négatif, dire, je vais me faire accompagner. Mais c'est pas un gros mot de se faire accompagner. Non, parce que, enfin, moi j'aime bien dire que le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. En tout cas, le corps dans sa matière et le cerveau, c'est le cerveau qui envoie l'information de je veux faire une action, et l'action est renvoyée au cerveau en termes d'interprétation. Mais donc, derrière, ça fonctionne ensemble. Donc, ça veut dire que si tu n'oses pas aller voir un préparateur mental, il faut se dire, c'est comme si je me mets à faire un sport, mais j'ose pas voir un coach dans ce sport parce que j'estime que je mérite pas de me faire coacher. La Ou notion alors, de j'en ai pas besoin. La notion de légitimité. Voilà. En gros, si je fais de la natation, j'ai envie d'apprendre à nager, j'ai envie d'être un meilleur nageur, mais je vais pas voir un entraîneur parce qu'en fait, je considère pas que j'ai de problème en natation. C'est complètement absurde de penser comme ça. Si Tout tu à vas fait. voir un entraîneur, c'est parce que tu as envie qu'il t'apporte des éléments que tu n'es pas capable d'analyser. Et bien pour la tête, la préparation mentale vient apporter une espèce de regard extérieur et parfois une lucidité quant à ce qu'on se dit de nous, parce qu'on n'est pas le meilleur regard pour nous-mêmes, et que quand on se regarde vu de l'extérieur, on a tendance à voir toutes les choses qui vont pas, et alors qu'il y a plein de choses qui vont bien.
Mais ça, c'est malheureusement le conditionnement un peu de notre société, c'est que quand les choses vont bien, c'est normal, mais quand les choses vont pas, c'est dramatique. C'est jamais excellent. Alors que justement, si on pouvait un peu prendre les moments qu'on a réussi comme des moments hyper kiffants et excellents, ça pourrait faire la balance avec les moments plus difficiles. Ça me fait penser à une phrase que je vais peut-être un petit peu mâcher, mais c'était la phrase qui disait je ne perds jamais, en gros. Soit j'apprends, soit je gagne. Bah, en fait, moi, je pense qu'on perd ce qu'on a. Bien sûr. Quand on a un objectif qu'on n'a jamais atteint, tu ne le perds pas, juste tu ne l'as pas atteint. Mais tu peux encore là, tu perds, tu perds ce que tu possèdes. Mais est-ce qu'un champion olympique, il y a 4 ans, qui n'a pas gagné cet été, a perdu sa médaille? Non. Non. Il n'a pas perdu son titre ni sa médaille, il l'a encore. C'est juste que c'était il y a 4 ans pour lui. Et aujourd'hui, ça ne l'est pas. Et pour autant, celui qui ne l'aurait pas eu il y a 4 ans, il a appris les 4 années suivantes pour essayer Bien de sûr. le conquérir à nouveau. Bien Très sûr. intéressant ce que tu nous dis. Et tu as abordé la notion de corps et la notion d'esprit. Le corps, on va voir l'entraîneur. L'esprit, on peut se faire accompagner par un préparateur mental. C'est une question, tu vois, que je me suis rajoutée dans mon script. C'est de dire, est-ce que la place du préparateur mental, elle est en opposition avec le coach? Parce que le coach va avoir des objectifs, le préparateur mental va peut-être en avoir d'autres. Bah, c'est là où toute la subtilité aujourd'hui du travail d'accompagnement, c'est d'avoir cette transparence et ce travail en parallèle avec le préparateur physique ou l'entraîneur de la discipline. Je crois qu'aujourd'hui, les entraîneurs ont bien compris l'intérêt de la préparation mentale et de la complémentarité. D'ailleurs, certains entraîneurs aiment se former à la préparation mentale et je trouve que c'est un très beau doublon. Ça veut dire que tu apprends les codes aussi de la prép mentale pour pouvoir accompagner au mieux les athlètes. Mais par rapport à ce que tu dis sur le fait que les entraîneurs ont des objectifs, moi j'aime bien recadrer en disant est-ce que l'entraîneur s'est renseigné sur les objectifs de l'athlète? Super. Parce qu'en fait, à la base, tu entraînes l'athlète pour que ça soit lui qui s'épanouisse et pas toi. Donc si tu es là parce que tu veux réussir ton projet d'entraîneur et que tu utilises des gens pour pouvoir réussir ton projet d'entraîneur, c'est qu'il y a un problème dans l'énoncé, de mon point de vue à moi. Très intéressant. Voilà. C'est la notion de contrat, en gros. Je viens pour une perf, je viens pour le plaisir, je viens pour rencontrer, etc. sûr. et partager. Il y a Très des gens, intéressant. il y a des gens qui ont potentiellement un talent monstrueux dans un domaine, mais qui seront jamais champions olympiques parce qu'ils ont peut-être juste pas eu envie de l'être en fait, et que c'est pas dans leur code et qu'ils ont juste envie de pratiquer. Mais intrinsèquement, ça se trouve, ils ont le potentiel de l'être. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, entre cette notion de coach, de préparateur mental, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette notion de haut niveau quand même qui ressort dans la préparation mentale parce que tout le monde n'y va pas. Alors moi je vois Sarah, on en parlait en aparté, Sarah toi t'entraînes en gymnastique et est-ce que parfois il n'y a pas une rupture? Parce que toi tu vas entraîner, tu vas avoir des objectifs qui sont vus avec ton athlète et pour autant tu vas avoir les parents derrière qui vont avoir finalement, les parents sont un peu préparateurs mentaux des enfants, ou du moins conditionnement mental de leurs enfants. Est-ce que parfois tu n'as pas ce souci, Sarah? Et est-ce que toi tu l'observes, Greg, de la différence qu'il va y avoir entre l'objectif de l'entraîneur avec son athlète et du milieu familial qui impose quelque chose mentalement à l'athlète? Pour ma part, concernant l'entraînement des enfants, on peut avoir cette rupture dans le sens où, en tant que coach, j'ai envie que l'enfant s'épanouisse. Et c'est vrai que les parents sont les premiers supporters des enfants. Et donc, certaines fois, on peut avoir une certaine fierté des parents qui veulent vraiment pousser leur enfant et dans un cadre bienveillant, j'imagine. Mais en face, on a un jeune athlète qui essaye de faire comme il peut et qui essaye de faire de son mieux. Et ça peut apporter une certaine, comment dire, un certain stress, une certaine pression. Et là, on se retrouve avec le coach qui va lui dire mais fais ça pour le kiff, fais-toi plaisir. Et puis de l'autre côté, l'enfant qui veut pas forcément décevoir ses parents, qui va toujours se donner plus et qui va se mettre dans des situations de stress qui n'a pas lieu d'être. Et en fait, il va vouloir faire pour quelqu'un, pour rendre fier. Et finalement, qui va un peu s'oublier et perdre la notion de plaisir dans tout ça. Donc je pense que c'est hyper important de recadrer et de les accompagner dans notre quotidien, quoi. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, moi, avec mes petits gyms. Greg, pour toi, un athlète, peu importe le niveau, si il n'est pas obligé de passer par un préparateur mental, mais est-ce que
il peut y arriver seul à se créer des petits tips, est-ce que, des petites routines, est-ce qu'il peut y arriver ou est-ce que tu penses qu'un athlète devrait aller vers un préparateur mental? Non, moi je pense qu'il n'y a pas de devoir, c'est juste c'est au ressenti de l'athlète. C'est pour ça que je mets une vigilance parfois quand des parents me contactent pour leur enfant et qui me disent ben moi je pense qu'il devrait avoir un préparateur mental parce que il s'effondre en compétition, parce que il a pas de mental, parce que en fait les parents parfois ils ont un regard où ils veulent absolument que leur enfant soit bien et heureux et parfois ils pensent que c'est en étant performant qu'ils va l'être parce qu'ils s'engagent dans un projet. Parfois il y a juste besoin de pratiquer pour être heureux, il n'y a pas forcément besoin de réussir, même si on est quand même dans une société où, alors j'ai appris qu'aujourd'hui c'était des couleurs à l'école, même à mon époque c'était des notes, mais on était dans une société où on était classé par rapport à des notes, et donc forcément l'enfant il se conditionne comment? Ben, en se disant, ben, si moi j'ai un 10 sur 20, ben, en fait je suis moyen. Donc si je suis moyen, j'ai pas le droit de gagner, ou j'ai pas le droit d'avoir plus, ou d'estimer plus qu'un mec ou une fille qui a 17 sur 20. Donc c'est conditionner son esprit et sa position dans la société à cause d'une notation. Mais ça, c'est indépendant des parents. C'est le système qui est comme ça. Ce qui fait que c'est que par le résultat qu'on conditionne souvent les gens à, à avoir de la satisfaction et du plaisir. On le voit aujourd'hui. Quand les gens vont pas bien, ils vont faire du shopping, certains. Parce qu'en fait, ça fait du bien d'avoir un résultat immédiat sur un mal-être. On se dit pas, ben tiens, je vais juste aller marcher dans les bois et je vais me promener ou je vais aller nager dans un lac. On se dit pas ça. Parce qu'on sait qu'à ce moment-là, il n'y aura pas une dopamine de réponse immédiate. Mais ça veut dire que si on pouvait recentrer un petit peu le discours, parfois, hein, c'est une montagne ce que je suis en train de dire, mais parfois dire aux parents, vous inquiétez pas, posez juste la question à votre enfant, pas est-ce qu'il a eu une bonne note, ou est-ce qu'il a réussi, ou est-ce qu'il a bien perfait, ou est-ce qu'il a gagné. Demandez-lui juste est-ce que tu es heureux? Ça suffit, parfois. Tu as raison. Si le gamin ou le parent arrive enfin, si le parent arrive avec l'enfant et lui dit écoute, ça va pas, en fait il a perdu la course, et le parent arrive avec une tête de 6 pieds de long en disant c'est pas grave, t'inquiète, sans savoir et prendre la température si le gamin il était content à la base. Du coup, le parent, qu'est-ce qu'il va faire? L'enfant, il va dire ah mince, j'ai déçu mes parents. Donc en fait, ça c'est un cas parmi tant d'autres, mais je prends ce cas-là parce que ça s'est déjà vu et observé moi dans le milieu par exemple de la natation. Et donc on se retrouve confronté à des gens qui pensent que c'est en étant absolument le meilleur qu'on va être Épanoui. forcément heureux et épanoui. Et le meilleur, c'est une chose qui est totalement abstraite puisque c'est toujours le meilleur par rapport à quoi? Par rapport à qui? Par rapport à une circonstance? Par rapport à un âge? C'est trop abstrait. Ça veut dire que, est-ce que être le meilleur de soi-même, déjà c'est une phrase qu'on entend à tout va, mais quelque part elle est vraie. C'est d'ailleurs être meilleur que ce que j'ai pu espérer ou voulu. Et donc ça c'est déjà bien de pouvoir booster un peu son ego à travers ça. Mais pas forcément en comparaison tout le temps. Moi je suis un compétiteur, j'adore, mais c'est dans un cadre de compétition. Dans la vie de tous les jours, je vais pas aller me comparer au voisin parce qu'il a une voiture mieux que la mienne ou un meilleur téléphone ou quoi que ce soit. Je vais pas mettre mon estime personnelle au service de ce que je possède. J'aime beaucoup ce que tu dis. Enfin, ça fait tellement écho à la philosophie qu'on partage. Et tu vois, on parlait des enfants, de la transmission. Alors j'ai des enfants, j'essaie de le transmettre aussi. Et je vais te donner un exemple. On regarde beaucoup le biathlon. On adore le biathlon. Et quand tu vois les athlètes qui tirent, bah, au début, mes enfants ils disaient « Ah, il faut qu'il rate !» Je dis « Non, il faut pas qu'il rate l'athlète. Il faut que l'athlète que tu supportes fasse mieux que celui qui est en train de tirer. » Exactement. Et du coup, on en est venu. Et quand on regarde ensemble le biathlon, les tirs, et ben on encourage tout le monde. On applaudit du coup les tirs réussis de l'adversaire. Ah oui. Et ça devient une fête extraordinaire parce qu'on veut que chacun réussisse et que chacun se dépasse. Et c'est peut-être ça le message qui est important à faire passer. Donc tu disais que tu pousses une montagne dans ce que tu dis, mais en fait, on devrait déjà être en haut de la montagne, on devrait réussir à le transmettre tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a un cap quand même, on n'y est pas. Hein. Non, puis alors certains, dans certains domaines, arrivent à l'être, et puis je pense qu'on le comprend avec l'âge, la maturité, l'expérience. Mais quand on est plus jeune, c'est difficile à concevoir. Et puis on est tellement dans un monde de comparaison aujourd'hui, encore plus qu'il y a 20 ans, 10 ans, 15 ans, même qu'il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est dans un monde de comparaison
quotidien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui passent, allez, je vais être gentil, que 4 heures de leur temps sur un réseau social, pendant 4 heures, il y a une partie de leur cerveau qui est en comparaison avec ce qu'ils n'ont pas. Donc ça veut dire que cette comparaison amène toujours un sentiment de réducteur. Donc derrière, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir briller ? Il faut faire mieux, mieux, et puis mieux, et puis mieux. Mais à un moment donné, le bien-être psychique, il passe juste par qu'est-ce que j'ai besoin en ce moment, pas qu'est-ce que je devrais faire pour montrer, qu'est-ce que moi j'ai besoin. Si aujourd'hui j'ai juste besoin de rester dans mon canapé et que je peux le faire, je le fais. Si aujourd'hui j'ai besoin de ce week-end d'aller à l'océan parce que ça me fait du bien, et même s'il pleut et qu'on m'a dit mais tu vas pas y aller, il pleut, et que moi ça me fait du bien, je le fais. C'est ça en fait, s'écouter. Et plus on s'écoute, plus on devient notre meilleur ami, et plus derrière on se fait confiance. C'est ça en fait le cercle vertueux du bien-être. C'est est-ce que les infos que je me donne sont conditionnées par mon besoin ou par une envie ? Complètement. Tu vois, on s'était noté une dernière question avec Sarah. C'était, avant de conclure, est-ce que tu pourrais nous partager quelques outils simples ? Mais finalement, tu viens de le dire, il faut s'écouter, écouter soi-même, pas écouter les autres, ni ce qui nous entoure. En fait, tu peux écouter les autres, parce que c'est cool d'écouter les autres. Oui, c'est du partage. Bien sûr. Mais quand tu dis pas écouter les autres, moi je dirais pas se faire influencer par les autres. La nuance. Parce que se laisser influencer par les autres, c'est accorder que les autres pensent à ta place de ce que tu as besoin. Et si tu estimes que les autres peuvent savoir ce que tu as besoin mieux que toi, alors c'est que tu ne te considères pas comme quelqu'un d'important à tes yeux. Moi, je le vois comme ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être informé de ce qui se passe autour de nous. C'est différent, informer, influencer. Exactement. Par contre, quand tu es informé, justement, tu es capable de prendre les bonnes décisions pour toi, pour savoir qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je ne veux pas. Et c'est ça la problématique, c'est que se faire influencer au quotidien par... mais même l'influence, ce n'est pas forcément partie d'une malveillance. On est entre amis. Je donne un cas concret. On est entre amis, j'ai un nouveau projet, je suis hyper motivé et je vais en parler à mon meilleur ami ou à ma meilleure amie. Et elle va me dire, pensant être bienveillante, « Ah, t'es sûr ? Ah, attention, ça va être difficile. Fais gaffe parce que franchement, aujourd'hui, le monde, c'est compliqué. » En faisant ça, ma meilleure ou mon meilleur ami va influencer ma décision et va voir mon projet, à mes yeux, être réduit. Ou avec de la difficulté alors que je partais avec une motivation énorme. C'est ça en fait la problématique, c'est que aujourd'hui à vouloir donner un avis, entre guillemets, alors qu'on ne vous l'a pas demandé, on devient parfois des influenceurs, des gens qu'on aime, alors que tout ce qu'on veut c'est leur bien-être. Donc juste écouter, pour le coup, ça devient hyper important. Super, c'est très profond finalement ce que tu dis, et c'est quelque chose qui nous pousse à la réflexion, et c'est quelque chose qu'on devrait avoir régulièrement du coup à faire. Moi j'ai beaucoup aimé cette discussion parce que c'est des sujets finalement ça devrait être des sujets très terre à terre qu'on devrait partager régulièrement avec les potes autour d'une bière, etc. à discuter. C'est super, ça. Et moi j'ai adoré, j'ai eu l'impression d'avoir un échange, c'était un échange hyper convivial, et merci beaucoup Grégory. Ouais. Merci à vous, puis c'est toujours agréable de discuter de ces sujets-là qui moi me tiennent à cœur, donc avec des nouvelles personnes, donc j'espère qu'il sera partagé avec beaucoup de gens. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, merci pour le temps que tu as passé avec nous, et pour le coup je pense que c'est un discours qui est hyper important, et ça fait du bien de l'entendre et de se remettre un peu prendre de la hauteur et se dire ouais ok en fait je pense qu'il y a une notion de pression, et moi je repars soulagée là, je repars pleine d'amour, pleine de bonnes vibes. Donc voilà, j'espère que vous aussi, nos auditeurs, vous repartirez plein de bonnes ondes, et qu'on se retrouvera bientôt pour un 3e épisode. Greg, on peut te retrouver où sur les réseaux si quelqu'un est intéressé pour un accompagnement ou même oui, alors une entreprise. J'ai ma page LinkedIn et j'ai une page Instagram. Plus par LinkedIn, si c'est vraiment lié au professionnel. Ma page Instagram est un petit peu plus personnelle. Je suis pas quelqu'un qui répond facilement et rapidement sur les réseaux. Donc, ne pas se
Ne pas se bloquer si la réponse n'est pas imminente. Pour autant, oui, on peut me contacter, pas de problème. Et, euh, et voilà, donc j'ai rien à rajouter, si ce n'est que c'est important que vous soyez votre meilleur ami. Voilà. Super. Super. Merci pour cette belle conclusion. Greg, merci. À bientôt. Merci à Bonne vous. continuation. Ciao.